Eh, c'est pas parce qu'on a choisi le menu qu'on n'a pas le droit de regarder la carte. Non, non, oh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Perdez complètement cette habitude de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Bon, on attaque. Oui, ce que je voulais dire, en fait, c'est connecté avec mon intro, parce que, vous savez, il y a un fil conducteur dans ces vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on a choisi une stratégie d'investissement tranquille, vous voyez, une stratégie tranquille, pépère, en mode grosse capitalisation, en mode, voilà, ETF, voilà, on investit, je dis beaucoup trop voilà, on investit pour que ça marche sur le long terme, eh bien, on peut également, de temps en temps, prendre du conseil auprès des magazines spécialisés, et donc le revenu nous dit que c'est une bonne idée d'investir dans les PME françaises. Eh bien, voyons ça. Les petites et moyennes valeurs cotées à Paris ont souffert davantage que les grandes l'an dernier, leurs perspectives bénéficiaires apparaissent pourtant bien plus favorables et leur valorisation attrayante. Mais on va essayer de comprendre ça. Variation du bénéfice net par action des sociétés du CAP, blablabla. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est la variation du... D'accord, je comprends. Les petites et moyennes entreprises, donc ça a fait moins 35 en 2020, ça a fait déjà plus 43 en 2021, et donc là, on a des estimations, et c'est ça qui trouve attrayant. À la limite qu'on ait investi en 2020 dans les petites capes, effectivement là on faisait un truc de dingue, mais en quoi c'est un truc de ouf d'investir dans quelque chose qui apparemment était déjà haut. Enfin voilà, je ne comprends pas leur logique, ça ne me paraît pas être un... Enfin en tout cas le ratio risque qu'on prend à investir dans des petites capitalisations et perspectives de bénéfices, ça me paraît pas absolument flamboyant, mais on va regarder l'article de Romain Dion. Alors, décollecte cumulée sur les fonds de valeur moyenne. Tac, donc ça veut dire quoi? La décollecte, bim. Oui, donc ça veut dire que les gens sont beaucoup sortis et ils imaginent que les gens vont voir rentrer, d'accord. Alors cette année marquera-t-elle le retour en grâce des petites et moyennes entreprises? En baisse de 13,4% en 2022, l'indice CAC Mid et Small Cap a fait moins bien que le CAC. Cette contre-performance s'est produite 4 fois les 5 dernières années. Les petites capitalisations font pourtant mieux que les grandes sur longue période. Elles sont portées par un rythme de croissance supérieur et elles sont soutenues par des valorisations plus attrayantes. Ce retard atypique accumulé par les PME cotées s'explique d'abord par une décollecte historique dans les fonds spécialisés. Depuis janvier 2020, les sorties nettes de capitaux ont ainsi atteint 3 milliards d'euros selon Portes en parc, ramenant leur encours à 15 milliards, graphique ci-dessous. L'autre facteur qui a joué en défaveur des plus petites entreprises est leur absence de la gestion passive. Oui, donc là, ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est très difficile d'investir dans les plus petites capitalisations via des fonds, et donc ça veut dire qu'il y a naturellement moins d'investisseurs, et donc ça veut dire que les niveaux de valorisation sont probablement bas, et si vous chopez une petite pépite, bah voilà, en fait, effectivement, on sait, vous pouvez faire x10, x20, mais vous pouvez aussi faire 0 et perdre votre capital. Alors celle-ci s'est largement développée depuis 10 ans au détriment de la gestion active, où le gérant sélectionne lui-même les actions de son portefeuille, d'où une baisse des volumes de transactions, 25%, moins 25% sur 2022. Alors, des pratiques discutables. L'écosystème autour des petites valeurs est aussi à blâmer par l'usage excessif des solutions dilutives financièrement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que c'est que les petites entreprises ont tendance, une fois que vous avez des actions, elles ont tendance à se financer en créant de nouvelles actions, si bien que les actionnaires qui étaient là perdent au change, parce que la valeur, enfin la partie d'entreprise qu'ils ont dans leur action diminue à mesure que l'entreprise émet de nouvelles actions, et donc effectivement, et ce qu'ils nous disent également, c'est la faible information qui entoure ces montages complexes et leur utilisation au fil de l'eau sans aucun respect pour les actionnaires minoritaires, plombe les cours de nombreuses sociétés et les transforme en zombies de la cote qui ne valent plus que quelques euros. Il donne des exemples: Arcos, Cybergun, Avenir Télécom, Delta Drone, Europlasma, Genomic Vision, Navia. Voilà, de toute façon, je ne suis pas investi là-dedans. Mais oui, effectivement, vous avez moins de règles, moins d'entourage, et donc vous ne savez pas vraiment ce que vous achetez. D'où l'intérêt, évidemment, de ne pas trop faire le cow-boy et plutôt de passer par un fonds. Et si vous voulez un fonds qui investit dans des petites capitalisations, vous pouvez prendre le Russell 2000 aux États-Unis, ça vous permet d'investir dans les petites et moyennes entreprises américaines. Et là, vous avez effectivement des trucs intéressants. On
On ira voir les ETF après pour avoir un petit peu une idée de comment vous pouvez investir. Le fiasco des introductions en bourse vient aussi entamer la confiance des épargnants, ainsi des valorisations trop exigeantes au moment de l'entrée en bourse de petites sociétés évoluant dans des métiers pourtant prometteurs, hydrogène, biotech, medtech, greentech, ont entraîné de nombreuses déceptions. Sur les 11 nouvelles recrues, seule une seule est en hausse, Hawkwind, alors que les baisses atteignent jusqu'à 70% pour Hafner Energy. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent également? Déjà en 2021, une année pourtant favorable aux actions, seuls 9 titres sur 37 introductions ont terminé l'exercice dans le vert. Ouais, donc c'est quand même très spéculatif leur truc. Hein. Je vois pas comment est-ce qu'ils vont nous expliquer que c'est une bonne perspective d'investissement. Des facteurs de soutien, nous y voilà. Des éléments positifs pourtant permettent d'anticiper une évolution boursière plus favorable de nombreuses PME dans les années à venir. La vague d'OPA survenue en 2022, avec une prime moyenne de 40% sur le dernier cours avant l'annonce, souligne la faible valorisation des petites sociétés cotées avec un PER moyen estimé à 11% en cours contre une moyenne proche de 15%. Ok, d'accord. D'autres ratios plus sophistiqués comme la valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA, le flux de trésorerie après investissement divisé par la capitalisation, free cash flow yield, montrent la sous-évaluation des sociétés cotées comparées aux transactions réalisées dans l'univers du private equity sur les sociétés non cotées. Les prévisions de bénéfices restent bien orientées, le consensus des analystes attendant pour les sociétés du CAC Mid and Small Cap une progression médiane de 7,2% pour l'exercice 2022 et de 9,4% pour 2023. Les profits de quelques rares sociétés attendues en baisse supérieure à 25%, donc on a Jacquet Metal, Eramet, Touax, Imri, Groups, ok d'accord. En revanche, le consensus prévoit une hausse des profits de plus de 25% pour une quarantaine de PME cotées. Voilà, donc si en fait vous investissez maintenant en gros et que vous considérez que le marché n'a pas encore pricé ces anticipations d'augmentation de profit pour ces boîtes-là, vous pouvez faire une bonne affaire, mais ça suppose quand même de rassembler pas mal de facteurs, et c'est pas très sûr. Des prix attrayants. Pour le dernier semestre 2023, les analystes de Potes, blablabla, spécialisés dans les petites et moyennes sociétés, ont sélectionné 9 valeurs. GTT, le boom du gaz naturel liquéfié, Séché environnement, inflation répercutée sur les clients, Exile Technology, Compagnie des Alpes, Alphen, Lizzy, ID Logistique, Infotel, le bureau d'analyse indépendant, je sais pas quoi, Midcap, a récemment publié des études positives sur Katana, Beneteau, Trigano, Décuple, etc. Donc là, voilà, vous pouvez regarder ça, vous avez des bonnes idées d'investissement dans les petites entreprises, si vous voulez toutefois vous y plonger. Bien, sur toutes les actions qui ont été évoquées, il y en a une qui pourrait m'intéresser. Honnêtement, je pourrais très bien décider d'investir dans celle-là, celle qui s'appelle Gaz Transport et Technigaz. Donc déjà, c'est une boîte qui verse un dividende, et elle le verse en 2 temps. Vous avez une partie en juin, une partie à la fin de l'année, novembre ou décembre. Vous avez un rendement qui est pas répugnant. Voilà, vous avez un rendement qui est près de 3% et qui devrait augmenter à l'avenir. Donc ça veut dire que vous l'achetez quand même à un moment qui est assez intéressant. Quand vous voyez les comptes, on est sur quelque chose qui est quand même pas mal du tout. On a un chiffre d'affaires qui augmente. En PER, on est sur quoi? Le PER, c'est un PER qui est assez élevé quand même. Ça veut dire que là, ce serait un petit peu cher quand même pour l'acheter en... Ah, mais on est en 2023. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Il y a quand même pas mal d'arguments pour l'acheter. Le payout ratio, on a un payout ratio qui est quand même plutôt élevé, qui est plutôt dans la fourchette haute. Alors, est-ce qu'on a du... Ouais, ça c'est très beau ça. Ça c'est très beau. Est-ce qu'on a du free cash flow qui est intéressant? On a effectivement un free cash flow qui fait un petit peu le yo-yo, mais qui est bien orienté. Ouais, pourquoi pas hein, une boîte comme ça, Gaz Transport et Technigaz, je le mets sur ma watchlist, ça pourrait m'intéresser. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, je vais faire mon investissement très sage. Comme vous le voyez, je vais acheter une nouvelle part de mon ETF du SP500. Et pourquoi j'achète cet ETF du SP500 régulièrement? Parce que c'est avec ça que je me constitue une cagnotte pour pouvoir payer l'argent de poche de mes enfants quand ils seront adolescents. Et c'est également avec ça qu'une fois qu'ils seront majeurs, je pourrai leur donner un beau capital pour qu'ils se lancent dans l'investissement. Alors, côté dividende, où en est-on? Eh bien, comme vous le voyez, les dividendes en janvier commencent à arriver. Donc on a déjà reçu plus de 70 € en dividendes.
Donc c'est quand même sympa, hein. C'est ça qui est génial quand vous avez cette stratégie d'investissement dans les actions à dividendes, c'est que vous commencez à vous retrouver avec un flux continu d'argent qui arrive comme ça régulièrement. Et ça, c'est quand même le plus beau, hein. C'est quand même le plus beau, je trouve, dans l'investissement, c'est d'avoir cet argent qui arrive, qu'on peut réinvestir, et c'est comme ça qu'on construit de la richesse sur le long terme. Mais voilà, encore une fois, là, je suis assez intéressé par ce Technigaz et Gaz Transport. Je pense que je vais peut-être y aller. Allez, soyons fous, on va investir dedans. C'est ça qui est bien avec mon application Bucks, c'est que je peux faire des transferts instantanés depuis mon compte en banque. Donc allez, on va pas être radin, on va s'acheter une part de GTT, là, ça, j'aime bien ça. Et voilà, bim, c'est dans la boîte. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'actions gratuites dès que vous créditez votre compte. L'avenir nous dira si c'était une bonne idée d'acheter GTT, si c'était une bonne idée de l'acheter maintenant. J'aime bien les finances de cette boîte, hein. Honnêtement c'est assez sympa, puis ça m'expose à un secteur dans lequel je ne suis pas suffisamment exposé, à savoir celui de l'énergie. Mais voilà, peut-être que c'était une erreur, si ça baisse énormément, bah peut-être que je renforcerai cette position. Moi, le fait que cette entreprise verse un dividende 2 fois par an, ça me rassure parce qu'on voit quand même un petit peu la couleur de l'argent. Mais voilà, c'est un dossier à suivre et qu'on suivra très bientôt dans de prochaines news.